Au sommaire de ce journal, un rappel historique du putsch manqué du 16 septembre 2015. Le coup de force perpétré par des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle est l'un des épisodes douloureux de l'histoire récente du Burkina Faso. Retour sur quelques faits marquants de cet événement. Nous intéresserons également dans ce journal à la fermeture des établissements scolaires privés non à jour au Burkina Faso. 226 établissements sont concernés par cette mesure du gouvernement. À la veille de la rentrée scolaire, comment la décision est accueillie sur le terrain? Quelques éléments de réponse dans ce journal. Et puis le typhon Manhouk qui ravage les Philippines, laissant derrière lui plus de 25 morts et d'énormes dégâts matériels. Le plus puissant typhon de l'année évolue désormais vers les côtes chinoises. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, il y a 3 ans, jour pour jour, le 16 septembre 2015, des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle faisaient irruption sur la scène politique, mettant un coup de frein à la transition en cours au Burkina Faso. Le coup de force qui va durer une semaine va entraîner le pays dans la violence jusqu'à la reddition des auteurs du coup d'État manqué et la remise en selle des autorités de la transition. Retour sur quelques faits marquants de ce putsch manqué avec Zubaviel David Dabiri. Mercredi 16 septembre 2015. Alors que les Burkinabés plongeaient dans l'euphorie d'une campagne présidentielle à suspense, une rumeur se répand à Ouagadougou. Au palais de Kossiam, l'heure est grave. Le régiment de sécurité présidentielle s'est encore invité au Conseil des ministres. Le président Michel Kafando, Yacouba Isaac Zida, son premier ministre, et 2 membres du gouvernement sont arrêtés et détenus. C'est un mercredi noir pour les Burkinabés. S'agit-il d'un putsch ou d'une énième manifestation du RSP? Communiqué numéro 1. Les forces patriotiques et démocratiques alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont chargé le général de brigade Gilbert Diendéré d'assumer la fonction de président du CND. Ce que tout le monde redoutait vient ainsi de se confirmer. Le Conseil national pour la démocratie s'arroge le pouvoir sous la direction du général Gilbert Diendéré. Passé les moments de stupeur et de consternation, les citoyens prennent la rue. Des mouvements de résistance contre le coup d'arrêt donné à la transition s'organisent ça et là. Course-poursuite, bastonnade, tirs à balles réelles, destruction de biens publics et privés, le Burkina Faso est au bord du chaos. Pour trouver une issue à ce triste épisode, la communauté internationale se mobilise au-delà des condamnations verbales. La CEDEAO dépêche les présidents Macky Sall et Yahi Boni à Ouagadougou. Le dialogue est établi. Nous sommes le vendredi 18 septembre 2015. Les émissaires de la CEDEAO entament tout de suite les négociations à huis clos. Ils rencontrent Michel Kafando, libéré le jeudi soir déjà, puis le général Gilbert Diendéré, les acteurs politiques, le régiment de sécurité présidentielle et les organisations de la société civile. Le samedi 19 septembre, le président Yahi Boni rassure les Burkinabés de ce qu'une solution de sortie de crise est en vue. Mais pour de nombreux Burkinabés, c'est un jeu de dupes qui se peaufine à l'horizon. La colère de la rue s'intensifie alors. La lutte se durcit. Une grève générale et illimitée est même décrétée par la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Le 21 septembre, la majorité des unités militaires de l'intérieur du pays convergent des régions vers la capitale. Le scénario tant redouté par les négociateurs commence à prendre forme. L'affrontement entre l'armée régulière et le régiment de sécurité présidentielle devient inéluctable. Le Mogo Naba reçoit les représentants de l'armée régulière et les putschistes. Un modus vivendi est trouvé. Mais face à l'intransigeance de certains irréductibles du RSP, le camp d'Abakoum II est pilonné. La transition est remise en selle et une commission d'enquête est mise en place. Bilan de ce douloureux épisode, 14 morts, des dizaines de blessés, des destructions de biens publics et privés.
Autre point de l'actualité, les commerçants des marchés et yards du mouvement du peuple pour le progrès passent en revue la situation nationale, notamment côté sécuritaire et sur la mise en œuvre du PNDS. L'Assemblée générale qui se tient dans le cadre de la rentrée politique du parti au pouvoir enregistre la présence du Premier ministre Paul Kabatieba. Le point avec Césaire Carfo et Maïmouna Traoré. Un invité surprise à cette Assemblée générale. Le Premier ministre Paul Kabatieba est venu apporter le soutien du gouvernement à ces commerçants des marchés et yards du mouvement du peuple pour le progrès qui se sont retrouvés pour échanger sur les défis sécuritaires et la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. À l'issue des échanges, ils ont pris des engagements. On a été clair avec nos commerçants et que chacun dans son quartier, ou ce soit au marché, dès que vous voyez quelqu'un qui semble que son comportement n'est pas tellement comme ça, vous pouvez approcher la sécurité et vous dites ce que vous avez vu. Comme ça peut les aider à avancer leur travail. La mise en place du PNS, le Premier ministre a été avec nous ce soir. Il nous a rassuré qu'ils sont en train de travailler, ouvrir des banques de l'agriculture, les banques des commerçants pour aider à ce que nous aussi, on sort de la misère. Cette Assemblée générale se tient dans le cadre de la rentrée politique du mouvement du peuple pour le progrès. Pour le président par intérim du parti, seule l'union des filles et fils du Burkina Faso permettra de vaincre les terroristes. C'est un signe fort aux yeux des forces de défense et de sécurité que le peuple est derrière. Et ça, c'est bon pour le moral. Et quand le moral est bien soigné, il n'y a rien à faire, les gens foncent. Et quand ils foncent avec détermination, l'ennemi s'enfuit. Venus de 108 marchés et yards de la province du Kadiogo, ces commerçants ont prié pour la paix au Burkina Faso, car, disent-ils, sans sécurité, pas d'activité commerciale. Et une autre assemblée générale qui s'achève sur une note de satisfaction, celle syndicale de l'Union générale des étudiants burkinabés à Ouagadougou. Il s'est agi pour les étudiants d'évoquer les questions d'actualité nationale et internationale et de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations du dernier congrès de l'UGEB et prendre des nouvelles résolutions pour la suite. Nongba Kouda Omar Zombré. L'actualité internationale et nationale passée au cri par l'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, qui clôture ici son conseil syndical après 3 jours de concertation. Après avoir critiqué la mise en œuvre du système LMD, l'UGEB décrit le manque d'infrastructures universitaires. Elle pointe du doigt le PASS, le programme d'ajustement structurel. On n'a pas besoin d'aller trop loin pour comprendre que le système éducatif aujourd'hui est en crise. C'est à cause de ces programmes d'ajustement structurel, justement, l'État n'investit plus sérieusement dans le système éducatif. Pour ce conseil syndical, l'UGEB a reçu le renfort d'associations sœurs venues de la sous-région, notamment du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Pour les participants, les étudiants africains doivent parler d'une même voix. Le Niger a été honoré par l'invitation de l'IGEP. Nous, ce que nous disons en tant que scolaires du Niger, c'est que quand on s'inscrit dans une institution universitaire, quand on s'inscrit dans un établissement d'enseignement, quel qu'il soit, eh bien on s'inscrit pour suivre un cycle académique, mais aussi pour apprendre à militer, à défendre des valeurs, à défendre des principes. Et la défense des valeurs et des principes s'apprend dans des structures corporatistes, des structures déjà militantes, notamment comme celle de l'USN, comme celle de l'IGEP. Le conseil syndical tenu 4 jours durant, sans sommeil, avec plein de fatigue, a permis de faire ressortir, d'asseoir certaines résolutions qui vont dans le sens d'améliorer la conduite des activités de l'IGEP. L'UGEB a été porté sur les fonds baptismaux en 1960 en vue de lutter pour une meilleure condition de vie des étudiants burkinabés. Et les aînés de la communication et de l'information au Burkina Faso, eux, veulent redynamiser leur cadre de concertation qui a vu le jour il y a quelques années. L'ambition, c'est de mettre à profit le temps de la retraite pour œuvrer au rayonnement des médias. Les anciens veulent contribuer à promouvoir la liberté d'expression et de presse et surtout à la culture de la déontologie et la recherche de l'excellence. Reportage à Roger Kam, Maxime Zongo. Issus des médias publics et privés, ces hommes et ces femmes, après de longues années de service rendus à la nation, sont maintenant au repos à travers le pays.
À l'instar de bien d'autres de leur âge et surtout de leur position, ils sont assaillis et traversés par des préoccupations et des contraintes spécifiques liées à leur nouveau statut. Des devanciers qui meurent dans l'anonymat, alors que vous savez le rôle de la presse dans le développement d'un pays, c'est frustrant pour ceux qui vivent toujours. C'est pour ça qu'avec quelques camarades, nous avons imaginé qu'il fallait créer un cadre où nous allons nous retrouver régulièrement, partager nos informations et de temps en temps, si possible, rendre visite aux organes de presse. Bien que souvent affaiblis par l'âge, il n'en demeure pas moins des sources inestimables d'inspiration pour la bonne pratique du métier. Nous savons quel rôle ces personnes-là ont joué dans la promotion de la liberté de presse, de la consolidation de la démocratie et du renforcement des capacités des acteurs, des médias et de la communication. L'accompagnement dépendra de ce qui sera sorti de ces travaux et des sollicitations qui seront adressées au ministère de la Communication. Créée en octobre 2010 et officiellement reconnue en mars 2011, l'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina prêche la fraternité et l'entraide entre les communicateurs, œuvre à la promotion des libertés d'expression, le respect de la déontologie et la recherche de l'excellence au sein de la profession. Cette assemblée générale permettra également la relecture des textes fondamentaux et le renouvellement du bureau. Nous en venons à cette actualité dans le monde de l'éducation à la veille de la rentrée scolaire qui est la fermeture des établissements privés d'enseignement non à jour au Burkina Faso. 226 établissements sont concernés par cette mesure, dont 113 à Ouagadougou. Le processus a pour but d'assainir le milieu de l'enseignement. Comment les promoteurs de ces structures accueillent la décision? La réponse dans ce dossier que nous proposent Rasmane Zoundi et Inewalkoy Janine Kambiri. 226 établissements privés non reconnus recensés sur le territoire national devraient faire l'objet de fermeture selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon la liste rendue publique, il ressort qu'au niveau de la région du centre Ouagadougou, 113 établissements sont concernés, dont 43 du préscolaire, 42 au niveau du primaire et 28 pour le secondaire. Sur le terrain de recensement des différents établissements sans autorisation d'enseignement, plusieurs cas de figure se sont présentés. Il y a les établissements qui pourraient être récupérés et faire l'objet d'un accompagnement et se vouer systématiquement à la fermeture. Pour ces derniers, les conditions physiques de travail ne permettent pas d'accueillir et d'enseigner les enfants en ces lieux. On les retrouve dans des espaces très restreints, avec des superficies inférieures à la norme qui ne respectent pas les critères physiques d'implantation d'un établissement. Les critères physiques ont été très déterminants pour sélectionner les établissements en ce qui concerne la superficie. Parce que quand l'espace est très restreint, cela peut présupposer toutes sortes de dangers pour les enfants. En cas de problème, il y a la bousculade. Et puis bon, on sait ce qui peut arriver. Et puis les conditions d'apprentissage dans un espace très restreint, voilà, ne sont pas ce qu'il faut pour que l'apprentissage soit au rendez-vous. Cependant, c'est donc avec regret que le MENA constate que sur le terrain, la réalité est tout autre. Dès qu'ils ont les projets à l'idée, ils investissent, ils construisent et ils commencent à fonctionner. Après, ils viennent, ils disent qu'ils veulent régulariser leur situation. Cela n'est pas normal. Mais ce qui a un peu favorisé ça, c'est que souvent, les moyens ne sont pas au rendez-vous au niveau du ministère pour pouvoir traiter les dossiers des promoteurs à temps et aussi leur délivrer les autorisations au moment où il le faut. Parmi les promoteurs que nous avons rencontrés, si certains reconnaissent les faits qui leur sont reprochés en matière de non-respect des différents cahiers de charges, d'autres par contre disent n'avoir reçu aucune notification du MENA leur signifiant le fonctionnement dans l'illégalité de leur établissement. Bon, à mon niveau, il y a seulement une seule notification qui pose problème, c'est la dimension de l'établissement. Voilà, ce n'est que ça seulement. Sinon, les bâtiments sont en parpaing, bien construits, et les procès sont certifiés. Voilà, ce n'est que ça.
Alors c'est ce qu'on me reproche, avec après plusieurs tentatives pour avoir les papiers, et ça n'a pas marché à cause de la dimension. Pour le moment, je n'ai pas encore appris qu'on va fermer l'école. Et le MENA ne vous a rien signifié? Bon, pour le moment, non. Je n'ai pas reçu un papier en tout cas. Et quand vous-même vous regardez l'état de l'école, est-ce que vous êtes satisfaite, sincèrement? C'est pas ça, mais comment je vais faire? Je me débrouille pour ça, en croyant que ça va aller. C'est étonnant, c'est très étonnant même que je me vois même interviewé. Parce que mon dossier est introduit depuis le 29 avril 2018. Bon, ça a suivi son cours correctement. Actuellement, c'est transmis au bureau du gouvernorat sous le bordereau 351 du 27 août 2018. Donc moi, je suis à l'attente de la signature de mon autorisation de création. Donc ça m'étonne que je sois parmi les écoles qui ne sont pas à règle. Je sais que nous ne sommes pas entièrement légales, mais nous tentons d'être légal. Donc l'objectif est de dire que vraiment nous sommes prêts pour... Nous avons accepté de suivre les documents et nous sommes à côté même pour recevoir notre autorisation. Donc ça m'étonne vraiment d'être parmi les écoles fermées. C'est par rapport à l'effectif que nous avons travaillé. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur les dimensions et l'effectif de nos classes. Je n'ai pas été reproché pour ça. Ni du MENA, ni de l'inspection qui viennent régulièrement ici. Je n'ai jamais été reproché de ça. La liste publiée n'est pas exhaustive et le MENA poursuivra le processus enclenché. L'objectif est de recenser tous les établissements privés non reconnus et saisir en même temps l'opportunité de sensibiliser les promoteurs qui ne respectent pas les différents cahiers de charges. Le but est de permettre aux autorités de prendre des décisions allant dans le sens de l'assainissement du système éducatif au Burkina Faso. Voilà, nous allons maintenant à Tanguène d'Assouri pour une journée dédiée à la valorisation des activités des personnes vivant avec un handicap. L'initiative est de l'Association pour le soutien aux personnes handicapées qui veut travailler pour une plus grande visibilité des activités de ses membres et pour plus de solidarité. Issa Kawedraogo Omar Zombri. La calligraphie, le tissage, la sérigraphie. Ce sont entre autres les activités menées au sein de l'Association pour le soutien aux handicapés. Nous sommes à Lougsi, dans la commune rurale de Tanguène d'Assouri, pour la journée de valorisation des activités des personnes vivant avec un handicap. Une initiative qui vise à montrer tout le savoir-faire de ces personnes. Nous voulions traduire donc toute la dimension politique du président Roch, parce que dans ce programme, nous avions une dimension sociale, une dimension de solidarité nationale, mais aussi une dimension qui veut que nous puissions aller vers les plus fragiles. Et ici, donc, à Tanguène d'Assouri, l'ensemble des handicapés donc, de la commune avait entrepris un projet pour construire un centre. Et vous voyez, nous venons de visiter le centre. C'est un centre qui devait pouvoir les regrouper pour leur permettre de pouvoir rentrer dans la production. Au cours de la cérémonie, les membres de l'association ont reçu du matériel de construction et des vivres. On ne peut pas parler beaucoup de choses aujourd'hui, tellement on est content. Voilà, on les remercie beaucoup. Vraiment, on compte sur eux vraiment pour avoir notre centre là un jour pour pouvoir travailler dedans. À l'occasion de cette journée de valorisation des activités des personnes vivant avec un handicap, une course cycliste féminine a été organisée et les meilleurs cyclistes primés. Les populations vulnérables de 7 communes de la province du Bazega reçoivent à Kombisiri des vivres. De quoi traverser cette période de soudure rendue encore plus pénible par le déficit céréalier que connaît le pays. Le donateur, c'est le ministre en charge de l'eau. Nyuga Ambroise Ouedraogo veut par ce geste redonner de l'espoir aux plus défavorisés. La remise des 20 tonnes de céréales a lieu en présence de Roger Bembamba et Abdul Rasmane Zongo. C'est un cérémonial, une remise tout à fait sobre, mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. L'importance de ce don de 400 sacs de vivres, soit 20 tonnes de maïs, est immense. Immense demeure également le réconfort apporté, la joie suscitée, le sourire ressuscité,
chez ses bénéficiaires ici à Limoges et identifiés dans les 7 communes que compte la province du Bas-Zéga. Le Bas-Zéga voit ainsi un de ses fils voler au secours d'autres fils et filles du terroir à travers une œuvre salvatrice qui tombe à pic, surtout dans une période de soudure et de déficit céréalier. C'est un acte avec un sens profondément social. Ça va permettre aussi d'avoir un peu d'espoir, d'avoir un peu d'encouragement et aussi de cultiver la solidarité. Nous avons reçu des vivres, donc, qui parlent de vivres, parlent d'alimentation. Donc ça va nous aider dans ce sens-là. En tant qu'handicapés, je peux dire qu'on vivait le jour, mais avec ces dons-là, ça va vraiment beaucoup nous aider. Les vivres acquis officiellement à Kombisri, leur acheminement est dispatché main à main vis-à-vis des personnes en difficulté ciblées dans les 7 communes, reviennent aux différents maires respectifs. Un peu de tourisme dans ce journal et je vous propose une visite sur l'un des sites touristiques majeurs du Burkina Faso, le site du symposium de sculpture sur granit de Lango. Lango, c'est le label Burkina Faso. Lango, c'est le seul site de sculpture in situ au monde et c'est une véritable partie de plaisir lorsque le guide du jour est le promoteur des lieux. Et cela se trouve à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, bien sûr. Suivez plutôt. Le site de sculpture sur granit de Lango, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, est sans conteste l'un des sites touristiques les plus visités du pays. Sa visite s'impose comme une évidence pour les étrangers, mais aussi pour les nationaux qui sont fréquents sur les lieux depuis un certain temps. Dès l'entrée, c'est le monument du millénaire créé en l'an 2000 pour marquer le passage au 3e millénaire qui se présente à vous. Nous avons 2 stèles en avant qui représentent la tradition. Et l'autre celle qui est derrière, qui veut parler de modernité. Et donc par là, c'est comme si on rentrait, on accédait à la modernité. L'initiateur de Lango, c'est lui, Sirikiki, artiste sculpteur burkinabé de renommée internationale. Il a eu l'idée d'organiser le premier symposium de sculpture sur granit ici en 1989. Cette année-là, plus de 20 artistes sculpteurs venus de tous les continents prennent part à ce symposium. Mais c'est surtout la particularité du rendez-vous de Lango que le maître des lieux tient à souligner. Eh bien, comme je m'en le dis, Lango est le seul site de sculpture in situ au monde. Je ne sais pas pourquoi les gens, nos gars ne mettent pas ça en valeur. Parce que Lango, la particularité de Lango, c'est que les sculpteurs viennent trouver des effleurements granitiques. Vous voyez ces champs-là, personne ne les a portés ici. On travaille dessus, on fait des œuvres et puis on laisse in situ. Ça ne bouge pas. Alors, contrairement aux autres symposiums, on ramène des pierres, des carrières qu'on met quelque part dans la ville ou sur un site donné. Et les gars, ils sculptent, ils travaillent. Et on a loisir de prendre les sculptures, les mettre partout où on veut dans la ville. Ici, non. Tu fais une sculpture ici, elle reste sur le site. Et depuis, plus d'une centaine d'œuvres de fort belles factures sont laissées ici par des artistes de renom. Et lorsqu'on demande à Siriki d'être notre guide le temps d'une visite. Alors, ça c'est l'œuvre de Paul Marandon. Vous voyez, dans cette pierre dure, il a fait ce subtil trapé là. Hein. On a l'impression qu'il y a un drap léger sur le corps, mais les gens viennent. Lui, il a eu le temps de polir sa pierre. Vous voyez, quand le granit est poli, ça invite au toucher. Ce qui est important dans son travail, il a eu une période où il drapait tout. Il drapait des tables, il drapait des voitures, il drapait des personnages, des corps. Ouais, c'est ça le prétexte. Bachir Agi, qui maîtrise parfaitement la sculpture de la pierre, qui a fait ce cri. Vous voyez, cette pierre qui était là, il a travaillé, il a fait. Il n'a pas trouvé important de faire les deux côtés du visage, mais il a déjà fait un côté pour prouver, pour montrer qu'il peut. Sur le site de Lango, il y a plusieurs styles qui se côtoient. Vous voyez, ça c'est un dinosaure par exemple. C'est son dinosaure, ça c'est. Hein, c'est un concept qui n'est pas. C'est nouveau pour les Burkinabés, c'est peut-être manière de travailler. Ils traitent un dinosaure comme ça. Il y a des œuvres majeures, il y a des œuvres qui ne sont pas man non plus. Il y a des œuvres de Burkinabés, ça c'est l'œuvre de Vincent de Paul Zungrana, qui parle des mines antipersonnelles. Le site de Lango séduit les visiteurs.
Le fait unique que ce soit international, il y a plusieurs artistes de plusieurs pays et ça permet aux artistes de s'exprimer et apparemment toutes les expressions qui ont été imprimées dans ces roches représentent les faits divers de chaque jour. Je ne sais pas si ça existe dans une autre part, mais je trouve que c'est une initiative bonne pour venir et créer de manière libre, à ciel ouvert, comme vous avez dit, et laisser ici l'offre pour l'avenir. Mais pour le concepteur de ce site, devenu depuis patrimoine national, on peut améliorer la fréquence des visites pour donner plus de valeur à Lango. Lango, aujourd'hui les gars ne savent pas ce que c'est que Lango. Lango, dans l'association des symposiums qui est située à Versailles, là, Lango est un symposium qui est prisé, je veux dire. Hein? Bon, ici, les gars ils viennent d'un environnement austère en Afrique, ils trouvent le granit, et puis la particularité de Lango qui est d'être in situ. On a envie de venir à Lango. Tout comme ce qu'est la Tour Eiffel pour la France, Lango, c'est la marque déposée du Burkina Faso. Le site n'attend que les visiteurs. Pour aller à Lango, il ne faut pas plus de 30 minutes. La route est goudronnée jusqu'au site, selon que l'on prenne l'axe Ouagadougou-Kaya ou Ouagadougou-Koupela. Alors, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous y passerez de bons moments. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal. Le typhon Mangkhut, considéré comme le plus puissant de l'année, progresse vers les côtes chinoises. Aux Philippines, il a fait 25 morts et de milliers d'habitants ont fui leur domicile. Des rues transformées en torrents à cause de pluies diluviennes. Des vents à plus de 300 km/h qui ont tout arraché sur leur passage. Mangkhut, le typhon le plus puissant de l'année, vient de quitter les Philippines, laissant derrière lui d'énormes dégâts. Selon un bilan encore très provisoire, il aurait fait 25 morts. Un chiffre qui devrait s'alourdir tant l'île de Luzon, la plus touchée par l'ouragan, découvre au fil des heures l'ampleur des destructions. Mangkhut évolue désormais en mer de Chine, direction la région de Macao et Hong Kong. Certes moins puissant, avec des vents enregistrés autour de 180 km/h, mais les habitants se préparent au pire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai vu le typhon à la télévision, sa puissance. C'est très dur pour nous, les pêcheurs. Les autorités chinoises sont en état d'alerte 10, le niveau maximum. Les habitants sont appelés à rester chez eux à l'abri. En prévision, les supermarchés de Macao et Hong Kong ont été pris d'assaut. Certains produits de consommation courante sont même désormais introuvables. Mangkhut devrait perdre en intensité jusqu'à être rétrogradé en tempête tropicale d'ici lundi. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche.